Les photos... Waouh, et c'était quasi tombé. Hop là, voilà, je disais les photos, quelle belle invention quand même. Une façon d'immortaliser des souvenirs, de les garder quelque part, dans un petit coin. Mais bon, dans la majorité des cas, c'est quand même des choses positives, hein. Heureusement quand même des vacances, ses enfants, ses animaux, enfin plein de trucs quoi. Mais on peut aussi, sans le vouloir, prendre des clichés qui cachent un lourd secret. Eh bien, approchez-vous, vous êtes sur Conte Fécond, et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle salve de photos qui, à première vue, sont tout à fait normales, classiques, soporifiques, presque j'aurais envie de dire. Mais après coup, elles débouchent sur quelque chose de triste, voire même de sinistre. Et ce qui fait que au programme du jour, entre autres, nous allons voir le dernier cliché d'une femme dans une curieuse machine, ou encore la dernière photo de couple avant l'effroi, ou même un portrait de famille qui va déboucher sur un drame. On est parti. Alors, pour cette première photo, il y a des très fortes chances pour que vous ne compreniez pas de quoi il s'agit. Mais c'est quoi ce truc? Donc, je vais déjà commencer par mettre un petit peu de contexte. Là, on remonte au 13 février 47 avec la naissance de Diane Odell à Jackson, du coup, dans le Tennessee, aux États-Unis. Donc, bon, quelques années plus tard, alors qu'elle n'a que 3 ans, la petite fille contracte une grave maladie, la poliomyélite bulbospinale, qu'on connaît plus sous le nom de polio. Du coup voilà, c'est une maladie pas ouf avec au programme des fièvres, fatigues, maux de tête, vomissements, grosses douleurs musculaires. Bon, dans pas mal de cas, si les personnes se rétablissent bien à l'époque, certaines pouvaient aussi avoir des grosses séquelles, allant jusqu'à des paralysies partielles. Et j'insiste bien en utilisant le passé, parce que à ce moment-là, le vaccin qui est aujourd'hui obligatoire pour ne pas attraper la polio n'a pas été mis au point. Et ça, malheureusement, ça va avoir des conséquences dramatiques pour Diana. Ce qui fait qu'elle a développé une polio plus qu'agressive et elle a dû passer de nombreuses semaines à l'hôpital. Ce qui a donc débouché sur une déformation de la colonne vertébrale et qui lui a surtout causé de gros problèmes de respiration. Et si elle est arrivée à avoir une enfance plutôt normale, en fait, ça a dégénéré. Elle a rapidement dû passer plusieurs heures par jour dans un poumon d'acier. Alors pour être précis, c'est ce truc-là. En fait, c'est une machine qui aide les personnes incapables de respirer seules, souvent à cause de maladies comme la polio, justement, et à survivre. Et donc, seule la tête du malade est à l'extérieur de cette machine. Et à l'intérieur, la machine modifie la pression de l'air. Par exemple, quand la pression diminue, l'air entre dans les poumons de la personne, et quand elle augmente, l'air est poussé hors des poumons. Ce qui permet en fait du coup au malade de respirer artificiellement, sans aucun effort. Sauf que là, voilà, pour Diane, les quelques heures par jour vont se transformer en tout le temps. Donc oui, en fait, c'est assez tragique, mais lors de sa vingtaine, elle a passé un cap pour être 24 heures sur 24 dans ce poumon d'acier. Et là, ses parents pouvaient la sortir juste quelques instants pour la laver ou la changer. Mais il fallait faire très très vite, parce que du coup, elle pouvait pas respirer, quoi. Elle était en apnée, quoi, en gros. Mais là, Diane, loin de se laisser abattre, elle a continué de vivre, elle a appris à écrire avec ses orteils, elle a même suivi des cours à l'université. Elle a même fini par écrire un livre grâce à un ordinateur à commande vocale. Bref, le temps passe et Diane défie tous les pronostics et du coup là on en arrive à cette photo pour sa fête d'anniversaire à l'occasion de ses 60 ans. Ça fait du coup 40 ans donc techniquement qu'elle est dans ce poumon d'acier. Sauf que là, hélas pour elle, cette photo ce sera la toute dernière. En fait, Diane dans un premier temps fait une série de mini AVC qui ont aggravé son état et c'est le 28 mai 2008 que le destin va s'en mêler. Parce que une énorme tempête a en effet balayé sa ville et les arbres déracinés à cause du vent ont explosé les lignes électriques à proximité de sa maison. Là, forcément, ça provoque une panne de courant. Mais ses parents, ils avaient pensé à tout. Il y avait un générateur de secours, au cas où. Sauf que le problème, c'est que ce dernier, il ne s'est jamais mis en marche. Bon, là, son père a essayé de tout faire, mais malheureusement, Diane n'a pas pu survivre. Son histoire me laisse des sentiments partagés. Il est évident qu'elle a triomphé pendant de très nombreuses années, malgré d'énormes problèmes de santé, et c'est une source de joie. Mais si nous devons tous mourir un jour, les circonstances de la vie et de la mort de Diane Odell sont particulièrement tristes pour sa famille et ses amis. Un poumon d'acier peut être un endroit étrange, la plupart du temps, ce n'est pas désagréable. Vous êtes à l'aise, et bien sûr, vous êtes maintenu en vie. Mais cela peut être frustrant si, par exemple, vous avez le nez qui gratte, et que vous êtes totalement incapable de le gratter. Mais c'est une forme de respiration artificielle, aussi douce que possible. Du coup, on se dit ça, mais waouh, on sait pas qu'est-ce qui est le plus horrible. On se dit, mais à quoi ressemble une vie dans de telles conditions? Que ce soit pour soi-même ou alors pour ses proches. Là, j'ai pas la réponse à cette question, vous vous ferez votre propre avis. Alors, on reste aux États-Unis pour notre deuxième photo, mais là, on va complètement changer d'ambiance. Parce que là, je vous présente Jennifer Strange, qui est mère de 3 enfants et qui a très envie de leur faire plaisir. Alors, comment? Eh bien, tout simplement en leur offrant une Wii. Car là, on est en 2007 et c'est à ce moment-là que la toute dernière console de Nintendo vient de sortir. Et pour ça, quoi de mieux que de participer à un concours organisé par l'émission de radio Morning Wave sur la station KDND FM. Là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut appeler, répondre à une question? Est-ce que c'est un tirage au sort pour gagner la Wii? Non, il suffit tout
simplement de dire hold your wee for a wee, qu'on peut traduire en français par retenez votre pipi pour une wee, quoi. Voilà, c'est vrai que ça vole pas hyper haut, quoi. En fait, pour repartir avec la console, c'est tout simple, il faut boire un maximum de flotte sans aller aux toilettes, ni vomir, et la personne qui en boit le plus, eh bien, elle repart avec la console. Trop cool, quoi. Enfin, vraiment hyper intellectuel, en plus, c'est vraiment sympa, quoi. Bon, là, Jennifer Strange, cette charmante dame, qui est hyper motivée à faire gagner du coup la console à ses enfants, elle a bu environ 7 litres de flotte en un peu plus de 3 heures. Et là, à la fin, elle commence à se plaindre de douleur. Mais en plus de ça, le pire peut-être, c'est que Jennifer ne termine que 2e du concours. Elle loupe alors la Wii, mais voilà, elle repart quand même avec une paire de billets de concert. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'est pris la photo que j'ai en main. En fait, si vous regardez la chaîne Poisson Fécond, donc l'autre chaîne, vous savez sans doute que c'est une très mauvaise idée de boire autant d'eau d'un coup. Je l'avais fait dans ma vidéo, boire 10 litres d'eau, ça fait quoi? Les conséquences sont pas ouf, honnêtement. Bref, du côté de Jennifer, les heures après la fin du concours sont un vrai cauchemar. Et seulement quelques heures après être rentrée, eh bien, elle meurt dans sa salle de bain. Bon, rapidement, c'est un peu le bordel et ça fait le tour de toute la ville de Sacramento, puis de la Californie, puis de tout le pays. Et là, on se dit, mais à qui est la faute? Est-ce que c'est la personne qui a eu l'idée de ce concours? Est-ce que c'est l'animateur radio? Est-ce que c'est la station de radio? Est-ce que c'est Jennifer Strange directement? On apprendra d'ailleurs plus tard, en parallèle, qu'un médecin s'était signalé pendant le challenge pour dire l'absurdité et les conséquences dramatiques que ça pourrait avoir d'avoir un challenge pareil. Mais visiblement, à ce moment-là, personne ne l'avait écouté. La station de radio a licencié 10 employés mardi, dont 3 disc jockeys ce matin, en réaction à une tragédie dans laquelle une femme est décédée vendredi après un concours de consommation d'eau à l'antenne dans les studios de la station. Les animateurs de l'émission Morning Rave de KDN-FM, qui se font appeler Trish, Manny et Lucas, ont été licenciés un jour après que la station a suspendu l'émission et a déclaré qu'elle enquêtait sur les circonstances entourant le décès. Cette affaire ne s'est pas arrêtée avec ces différents licenciements, car la famille de Jennifer, elle a décidé de porter plainte dans la foulée en tenant la radio pour responsable. Et finalement, et après jugement, la famille va toucher près de 16,5 millions de dollars d'indemnisation pour décès injustifié. Si en tout cas de votre côté, vous avez déjà tenté des choses absurdes, voire même dangereuses pour gagner un pari, un cadeau ou même de l'argent, eh bien n'hésitez pas à en parler en commentaire. Alors pour cette troisième photo, on reste encore dans notre pays préféré, donc les États-Unis. Bon, vous savez, dans d'anciennes vidéos, je vous ai déjà parlé de Formule 1, avec notamment Ayrton Senna, mais également d'endurance avec Alan Simonsen. Mais aujourd'hui, on va parler de IndyCar. Alors je vais pas vous faire un exposé sportif complet, mais dites-vous que c'est un petit peu la Formule 1, mais là c'est cantonné aux États-Unis et parfois au Canada. Et là, quand on regarde à quoi ressemblent les monoplaces, les bolides, c'est assez similaire. Bon, il y a une majorité de pilotes américains, c'est logique, c'est dans leur bled, mais il y a quand même quelques représentants français. Il y a par exemple Simon Pagenaud ou même Sébastien Bourdet. Plus récemment, il y a des nouveaux noms aussi. Bref, là, l'homme qui est sur la photo, il n'est pas français. Il s'agit de Dan Wheldon, qui est un Anglais de 33 ans et qui est dans le sport auto depuis une dizaine d'années. Et donc, lui, c'est loin d'être un débutant. Et il a même remporté les 500 miles d'Indianapolis, qui est l'une des courses les plus cultes du monde. Voilà. Et ça à 2 reprises. Bref. Pour notre cliché, là, on remonte précisément au 16 octobre 2011 pour la 17e et dernière course de la saison à Las Vegas. Mais bon, avant de prendre le volant et de se lancer à l'assaut de la course, logiquement, on le prend en photo comme tous les autres pilotes, quoi. C'est le cas, là. Mais évidemment, personne n'en a la moindre idée à ce moment-là, et surtout pas le photographe, mais c'est le dernier cliché qu'on aura de Dan Wheldon vivant. Et là, nous sommes en début d'après-midi et les monoplaces se lancent à l'assaut des 200 tours. Bon, le tout début de course est un petit peu animé avec des tentatives de dépassement, mais rien qui sort de l'ordinaire. Et puis au 11e tour, par contre, donc quelques minutes seulement après le départ, le Grand Prix va changer de dimension. Parce que là, au cours d'une tentative de dépassement, une voiture en percute une autre, qui en percute une autre, et ainsi de suite. Et du coup, Wheldon, qui est derrière tout ce bordel, à environ 350 km/h, ne peut malheureusement pas éviter une voiture qui se trouve en plein milieu de la trajectoire. Là, c'est quand même énorme puisqu'il y a 15 bagnoles qui sont prises dans cet accident. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, tout le monde comprend rapidement que c'est très grave, principalement à cause des flammes. En fait, il y a plusieurs bagnoles qui ont décollé avant de s'écraser violemment contre le sol. Certaines monoplaces sont même méconnaissables. C'est un carnage, tout est écrabouillé. Et Dom Wheldon, de son côté, cumule malheureusement toutes ces choses. Il a été catapulté par un autre monoplace avant de s'écraser dans la grille de sécurité et le mur. Là, les secours présents en nombre sur place vont rapidement arriver sur les lieux de l'accident et évacuer Don Wheldon, mais qui est dans le pire état possible. Et malheureusement pour lui, c'est déjà trop tard. Et il décède dans la foulée des suites de ses blessures. Bon là, l'organisation IndyCar, les chefs d'écurie et les différents pilotes ont bien sûr décidé de pas finir la course. Et à la place, ils ont fait 5 tours de circuit pour rendre hommage à Don Wheldon. Je suis à court de mots en ce moment. On peut rigoler avec un pilote avant la course et l'instant d'après, tout est fini. Dan avait 6 ans quand je l'ai connu.
Il n'était alors qu'un petit enfant et il est devenu plus tard un coéquipier. On se met tellement de pression pour gagner des courses, plus rien ne compte maintenant. Bon là, quelques mois après l'accident, les résultats de l'enquête sur la mort de Weldon sont publiés et selon le rapport, la mort de Weldon a été causée par un impact avec la clôture du circuit et que son casque avait percuté de plein fouet. En plus, au moment de l'accident, c'est le 4e pilote à perdre la vie à bord d'une voiture IndyCar. Une liste qui d'ailleurs sera malheureusement complétée par un 5e nom qui sera celui de Justin Wilson en 2015. Alors pour ce 4e cliché, là place à un type de photo qui est un peu plus courant, c'est les photos de couple. Et là je vais vous présenter du coup Philip Walstead et son partenaire Jonathan. Bon, encore une fois on est aux États-Unis et plus précisément en Arizona, dans la petite ville de Tucson. Là comme d'hab, aucune des personnes sur le cliché, ni celle qui prend la photo, n'a idée que c'est la dernière fois que Philip est pris en photo. Tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que Philip, il sait pas qu'il va bientôt croiser la route d'un certain David Higdon. Et il se trouve que Philippe, comme on peut le voir sur la photo, peut-être, je sais pas, il est homosexuel. Sauf que ça ne plaira pas du tout à ce fameux David Higdon. En fait, faut se dire que Higdon, il a un gros problème et un gros penchant néo-nazi. Et de son point de vue, de ses croyances à lui, en fait, Philippe, il est juste contre nature. Ce qui fait qu'à un moment, quand il croise sa route, Higdon va se jeter sur Philippe pour le voler, puis à un moment, ça va vriller dans sa tête et il va se dire que ce serait mieux de le tuer. Là, il y aura un déferlement de rage qui sera si violent que Philippe va encaisser plusieurs dizaines de coups, dont beaucoup au niveau de la tête. Et il va finalement être battu à mort. Et là, les premiers rapports feront état alors de plus de 50 blessures. Dans un premier temps, la police a refusé de classer le meurtre comme un crime de haine. Cependant, des mois plus tard, à mesure que les preuves s'accumulaient, le département de police de Tucson a requalifié l'affaire en crime de haine et l'a signalé au FBI en tant que tel. Higdon, néo-nazi assumé, s'est fait tatouer 2 éclairs sur la poitrine pendant sa détention, ce qui est un symbole clair, et il est arrivé au tribunal le crâne rasé. Le procureur a bien déclaré que le meurtre de Walstead avait commencé par un vol, mais que l'attaque avait été alimentée par les convictions néo-nazis de Higdon, et qu'elle s'inscrivait dans une tentative d'impressionner un groupe suprématiste nazi. Du coup, David Higdon, donc l'homme reconnu coupable du meurtre de Philippe, a été condamné à la prison à vie. Suite à ça, la famille de Philippe, pour tenter de se reconstruire et faire en sorte que ce drame ne soit jamais oublié, ils vont créer une sorte de petit mémorial dans le parc municipal de Tucson, comme vous pouvez le voir justement sur ces photos. Pour cette 5e photo, là, on file en Asie du Sud-Est et plus précisément en Indonésie pour parler de la Russie. Bon, vous allez comprendre, c'est un peu fouillis là. En fait, on est en mai 2012 pour parler d'un appareil bien précis et c'est le Sukhoi Superjet 100, qui est un avion construit par la Russie donc, qui peut accueillir 75-95 passagers selon la version. Alors c'est pas énorme, un Airbus par exemple A380 c'est 600 places ou même un Boeing 747 c'est 700 personnes. Mais bon, notre petit avion, notre Superjet, il fait quand même 30 mètres de long donc c'est pas non plus déconnant. Et là, les personnes que vous voyez sur le cliché, c'est des membres d'équipage du vol RA36-800, qui est un petit peu spécial. Parce qu'en effet, là, il est question d'un vol de démonstration qui n'embarque que 45 personnes, ou 50 selon les sources. Et du coup, on retrouve donc un équipage entièrement russe, mais aussi beaucoup de notables et de journalistes indonésiens, en plus d'un Américain, d'un Italien et d'un Français. Bon, au début, il n'y a rien de fou à signaler, l'avion décolle vers 14h de l'aéroport de Halim Perdana Kusuma, qui est situé à Jakarta, la capitale donc du pays. Le début du vol donc se passe bien, mais un peu plus d'une demi-heure après avoir décollé et avoir fait plusieurs dizaines de kilomètres, le pilote demande à pouvoir diminuer son altitude. Là, on lui accorde, sauf qu'à peine 2 minutes plus tard, le pilote demande à changer de trajectoire, ce qui lui sera également accordé et ce qu'il va faire, comme vous pouvez le voir. Et encore quelques minutes plus tard, le contrôle au sol va perdre tout contact avec l'avion et qui, selon sa dernière position connue, volait bien trop près et bien trop bas, en étant proche d'un massif montagneux, comme celui derrière moi. Et là, il faudra alors très peu de temps à tout le monde pour comprendre qu'une catastrophe vient de se dérouler et que l'avion s'est crashé. Alors bien évidemment, les recherches au sol et dans les airs sont directement lancées pour retrouver l'avion, mais hélas, et vu l'endroit où il s'est crashé, les recherches doivent être interrompues à la tombée de la nuit. Bref, c'est finalement le lendemain, le 10 mai à 9h, que l'épave de Sukhoi est retrouvée sur le mont Salak. Parce qu'après avoir heurté le flanc du mont, l'avion a ensuite glissé sur plusieurs centaines de mètres avant de s'arrêter à 1600 mètres d'altitude. Alors bon, vu du ciel, l'avion avait pas l'air d'avoir des dégâts extrêmes, mais une fois qu'on entrait dans la carcasse, là, les sauveteurs
secoureurs se sont rendus compte du carnage. Bon, déjà, aucun survivant n'est à signaler, et petit à petit, des corps vont être retrouvés, et tout espoir de retrouver une personne vivante qui aurait pu être éjectée du crash est complètement éteint. Bon, à partir de ce moment, une question se pose, pourquoi l'avion s'est-il crashé alors que tout allait bien, quoi? À partir de là, il y a une enquête qui est menée, il va y avoir des éléments de réponse. En décembre 2012, l'enquête sur l'accident a établi que le système d'alerte de terrain de l'avion avait fonctionné correctement et avait averti les pilotes de la trajectoire de collision avec la montagne. Les pilotes ont toutefois désactivé le système, soupçonnant un dysfonctionnement. Distraits par une conversation dans le poste de pilotage, une conversation qui n'avait pas de rapport avec le pilotage de l'avion, ils n'ont pas remarqué que l'avion était en danger. Du coup, ouais, vous avez malheureusement bien entendu, en fait. Le rapport final indique que l'accident a été causé par le fait que les membres de l'équipage ont ignoré les alertes du relief et qui fonctionnaient très bien, hein, du coup, contrairement à ce qu'ils pensaient. C'est donc une réelle erreur humaine, plus qu'évitable, qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes ce jour-là. Alors pour cette dernière photo, là on continue de prendre un petit peu de hauteur et je me dis du coup quoi de mieux que pour une famille de touristes que de prendre un hélicoptère pour survoler la grosse pomme et voir la ville sous un autre angle. Alors la grosse pomme c'est New York, hein, du coup, je vous le dis quand même. Il doit y avoir plein de trucs passionnants à faire à New York plus que du coup prendre l'hélico, mais écoutez c'est le kiff de cette famille, ils se disent ouais trop bien. Et il se trouve que cette famille c'est pas n'importe laquelle puisque c'est la famille Escobar et ça s'est passé il y a quelques mois en 2025. Et alors là je précise bien sûr, je dis bien Escobar et ça n'a absolument rien à voir avec le narcotrafiquant. Là, je vous parle d'Agustín Escobar, qui bosse en fait dans la branche mobilité du groupe Siemens, donc vraiment pas de rapport. Du coup, l'homme d'affaires, là, il prend fièrement la pause avec sa femme, ainsi que ses 3 enfants, avant de s'envoler. Là, il est 14h59 et le véhicule décolle d'un héliport du sud de l'île de Manhattan. Bref, tout se passe bien dans un premier temps et au cours des 10 premières minutes, rien n'est signalé. Mais à un moment, le pilote contacte sa société New York Helicopter pour indiquer qu'il va avoir besoin de carburant et qu'il sera là dans 3 minutes. Sauf que le temps passe et il n'y a aucune nouvelle. Là, à 15h17, les pompiers de New York reçoivent un appel qui leur indique qu'un hélicoptère est tombé dans l'Hudson River. Alors qu'en parallèle, des témoins parlent d'une sorte de petit éclair qui aurait coupé l'hélice et qui s'est alors complètement brisé en plein vol. Il y a eu un terrible accident d'hélicoptère dans l'Hudson. Il semble que 6 personnes, le pilote, 2 adultes et 3 enfants ne soient plus de ce monde. Les images de l'accident sont terribles. Que Dieu bénisse les familles et les amis des victimes. Le secrétaire d'État au transport, Sean Duffy, et son équipe talentueuse sont sur le coup. Des annonces sur ce qui s'est passé exactement et sur la manière dont cela s'est passé seront faites sous peu. Là, effectivement, et sans surprise, tous les passagers de ce vol très court ont été repêchés dans l'Hudson et malheureusement sans vie. Et contrairement à la quasi-totalité des photos dont je vous ai parlé depuis la création de ce format, aujourd'hui, honnêtement, avec celle-là, on n'a aucune idée, on n'a pas de réponse en fait sur ce qui est vraiment arrivé. Et d'ailleurs, à l'heure où je parle, l'enquête est toujours en cours. Alors, les premières pistes semblent en tout cas privilégier un problème de pièces au niveau des arbres d'entraînement du rotor de queue, quoi, au bout de l'hélico. Ça parlera aux spécialistes. Bon, en tout cas, il n'était pas du tout normal qu'une pièce explose en vol, comme on peut le voir dans certaines vidéos d'après les témoins. Et en tout cas, et comme l'a souligné le journal L'Express suite à l'accident, malheureusement, c'est pas un cas isolé à New York. En fait, depuis de très nombreuses années, il y a beaucoup de voix qui se lèvent pour faire stopper ce genre de tourisme, ou même, au moins quand même le réduire. Par exemple, au début des années 2010, on estimait qu'il y avait plus de 60 000 de ces vols touristiques chaque année. Bon, aujourd'hui, on est à 30 000 depuis une décennie, suite à différents accords. Mais bon, si on se fie à des enquêtes du New York Times, il y a quand même 32 personnes qui sont mortes dans des accidents d'hélicoptère à New York depuis 1977. Bon, sur le papier, c'est pas non plus énorme comme chiffre, mais la plupart de ces morts auraient pu être évitées quand même. Par exemple, en 2009, un hélicoptère avait carrément percuté un petit avion privé en faisant 9 victimes. En 2018, un autre hélicoptère s'était également crashé dans l'eau, dans l'East River, et qui avait coûté la vie à 5 personnes. Bon, si en tout cas ça vous a pas refroidi et que vous voulez tenter le coup lors d'un voyage à New York, vous en aurez pour à peu près 300 € pour un vol d'un quart d'heure. Voilà pour nos photos du jour. J'espère que ce format vous plaît toujours autant. Si vous êtes déjà arrivé de prendre des photos un petit peu glauques, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Vous pourrez pas les envoyer, on pourra pas les voir du coup évidemment. Mais en tout cas, sachez que moi c'est toujours un plaisir de tourner toutes ces vidéos. D'ailleurs, sachez que si vous êtes intéressé par les éléments un petit peu glauques et même qui peuvent toucher au surnaturel, qui sont pas forcément des photos, c'est ce que je développe en partie aussi dans Noisuli, qui est une université du rêve. Sauf que qui dit rêve dit cauchemar, surtout quand on apprend que l'un des antagonistes, l'un des méchants, c'est tout simplement le Hatman. Peut-être le Hatman d'ailleurs, vous en avez déjà entendu parler, c'est une entité surnaturelle qui peut apparaître quand on fait des paralyses du sommeil. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais en faire une vidéo dédiée un jour, on ne sait pas. En attendant, je vous souhaite une belle nuit et je vous dis à bientôt.